Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 6 décembre 2012. Mon nom est Bruno Lalonde. D'aujourd'hui, je poursuis la lecture de La nacre et le rocher de Robert Michrahi, ouvrage que je monte ici. Voilà. Mais d'abord, je vous invite à aller lire la réponse qu'a écrit Jean-Paul Coupal, cet ami historien, blogueur. J'invite d'ailleurs à aller visiter sa page, la bibliothèque hantée. En fait, il a 4 blogs, Jean-Paul Coupal. Et Jean-Paul Coupal me décomplexe tout en m'en donnant un peu, étant donné sa très vaste érudition. Mais au fond, il me décomplexe sur la question d'Heidegger. Il me dit pas, ne perds pas ton temps à lire Heidegger, mais pas loin. D'ailleurs, il compare Heidegger à une crevette qu'on apprête à toutes les sauces un Heidegger critique de la technique, un Heidegger quasiment père de l'écologie. Et ça m'a permis de réfléchir aussi, en passant, il égratigne Jean Grondin. Et je vais dire quelques mots ici sur Jean Grondin. Oui. Alors, on m'a laissé, ça fait quand même une petite digression, ça fait presque 20 ans que je suis libraire dans le quartier universitaire de Côte-des-Neiges. Je suis de plus en plus vieux derrière mon comptoir et les étudiants sont de plus en plus jeunes. Et visiblement, je ne peux pas me bagarrer avec tous ces jeunes apprentis philosophes qui n'ont qu'une envie, c'est d'en découdre avec, avec des gens autour d'eux. Parfois avec moi, mais pour eux, je ne suis qu'un petit commerçant, je ne suis qu'un libraire, je ne suis pas une autorité universitaire. Mais il y a une chose que j'ai observée cependant, que j'ai observé à loisir, c'est les ravages que fait l'institution universitaire. Je les vois, jeunes, pleins de feu, entreprendre des études difficiles, et je les vois quelques années plus tard, éteints. Parfois même me revendant leurs livres qu'ils ont achetés avec plein d'enthousiasme. Je les vois revendre leur bibliothèque. Je les vois s'enfoncer dans la vie adulte, désillusionnés, blessés par l'institution, désillusionnés par l'enseignement qu'ils ont reçu. Alors, je ne suis quand même pas pour leur dire, écoute, là, Heidegger, au fond, on n'en a rien à foutre. Et puis tu verras bien dans 10 ans, si tu survis à l'institution universitaire, si tu survis sans en altérer tes forces vives et la possibilité de construire ta vie, eh ben bravo. Alors, je sais, on m'a dit, on m'a rapporté à plusieurs reprises des propos que Jean Grondin a tenus sur le nazisme de Heidegger, qu'au fond, Heidegger était une sorte de una contadino, c'est-à-dire un paysan, un cutéreux, une sorte d'illuminé, un ingénu qui n'aurait pas compris que les philosophes travaillant sur le Dasein devraient se tenir loin des contingences humaines et que étudier la métaphysique et étudier la métaphysique, donc, est une tâche suffisamment difficile pour n'avoir pas à se mêler de politique. On m'a également rapporté que lors du conflit étudiant, Jean Grondin aurait déclaré avoir honte avoir honte de ses étudiants. Ça m'étonne toujours ces gens qui ont honte pour les autres. J'ai toujours pensé que la honte était un sentiment grave. Je pourrais presque dire comme Deleuze,
nous éprouvons tous une certaine honte d'être un homme. Mais ça me dérange un peu quand on veut projeter cette honte intime sur les autres. Peut-être Grondin aurait dû dire vous devriez éprouver de la honte et non pas prendre sur lui de manière à la Tartuffe cette pseudo-honte qu'il aurait éprouvée. Évidemment, c'est sûr que Grondin a dû souffrir beaucoup de voir ses étudiants, enfin, contester son magistère. Hein? C'est sûr. C'est sûr, ça a dû beaucoup l'étonner, ces jeunes qui appellent au boycott. Et je dois également dire, ici, que plusieurs de mes clients, professeurs, m'ont vu tout l'été arborer le fameux carré rouge en soutien aux étudiants, me regardent d'un drôle d'air aujourd'hui, avec suspicion. Ils subodorent sans doute qu'au fond, j'aurais peut-être souhaité quasiment la destruction de l'université. Je sais bien que j'exagère, là, vous me connaissez un peu, j'ai jamais exagéré. Mais c'est une telle déception, hein, l'université. Beaucoup, les plus ingénieux, les plus astucieux, les plus courageux veulent la réformer. Mais est-elle réformable, cette institution? Qui, pour moi, s'apparente à une institution carcérale. Je l'ai déjà dit. Je vois des prisons partout. J'ai même l'impression que la Terre est devenue une vaste prison. Alors, si mon ami Jean-Paul Coupal compare Heidegger à une crevette, eh bien, moi, je comparerais Jean Grondin à un homard. Et ces fameux homards que Sartre hallucinait. S'imaginait, Sartre a fait de la mescaline, a pris de la mescaline, et a fait une vraie crise de paranoïa, et il s'imaginait pourchassé par des homards. Alors, Jean Grondin en homard. Aussi, tous ces étudiants qui sont des Heideggeriens, enfin des néo-Heideggeriens ou en voie de le devenir. Parfois, il m'arrive simplement de leur dire il y a des classes sociales au Québec. Et tout de suite, on me jette l'anathème. Ah, vous êtes marxiste. J'ai simplement dit qu'il y avait des classes sociales. Je n'ai même pas parlé de lutte de classe. J'ai simplement dit il y a des classes sociales. Et tout de suite, on m'étiquette marxisme qui est pour beaucoup la pire horreur qui ait jamais existé. Et en 20 ans de pratique de libraire dans le quartier Côte-des-Neiges, quartier universitaire, je n'ai pas rencontré un seul sartrien. C'est ici que je dois vous confesser que moi, je l'ai été très tôt dans mon adolescence, un sartrien. La pensée de Sartre m'a soutenu. Certaines de ses réflexions m'ont permis de me construire. Condamnés à être libres. Nous ne sommes pas libres de ce que nous avons fait de nous, mais nous sommes libres d'en faire ce que nous voulons. Cette possibilité de liberté si chère aux adeptes du néolibéralisme, mais moi, d'une certaine façon, j'y ai cru. La possibilité de se révolter également, la liberté de s'insurger également. Ben voilà. Je vous invite à aller lire les commentaires de Jean-Paul Coupal qui me dit au fond, perds pas ton temps avec Heidegger, n'aie pas de vain complexe. Mais les auteurs dont je faisais référence dans ma vidéo d'hier, pas juste Foucault ou Derrida, étonnamment, je pensais plutôt à ce poète René Char, avec qui Heidegger a eu des relations. Je pensais plutôt à René Char. Parfois, il m'arrive de faire plus confiance aux poètes qu'aux philosophes. Alors voilà. Robert Michrahi. Je voudrais être
un philosophe, c'est-à-dire un individu qui désire fonder et construire sa vie par lui-même et qui s'efforce de diffuser et de partager ce désir d'autonomie. En quoi allait consister cette philosophie qui est une éthique? C'est ce que nous allons découvrir peu à peu avec le déploiement de ma vie, qui est en fait le déploiement de ma pensée. C'est que je suis habité et porté par une grande passion, qui est une grande certitude. Cette passion active, dirais-je, est à la fois l'expression de tous mes choix et de mon être passé, et l'expression de l'enthousiasme et de la force que j'acquiers par le développement de ma propre réflexion. Je savais bien entendu que l'image des châteaux suggère l'inaccessible et l'impossible, aussi bien la pseudo-sagesse des nations, avec les châteaux en Espagne, que la lucidité tragique de Kafka, avec son château présent et hors d'atteinte, proclame l'inanité d'une quête de joie et de sens qui serait pleinement satisfaite. Aussi, à l'esprit tragique et au pessimisme de notre temps, je désirais opposer le dynamisme constructeur d'une conscience réellement désirante au château imaginaire donné dans un lieu mais inaccessible et fermé. J'opposais un château à construire et effectivement construit. Mais comment allier l'exigence de la vision finale, le dynamisme créateur et la conscience des difficultés, sinon par l'image d'un itinéraire initiatique? C'est alors que je décidai de la forme finale qui impliquerait l'ensemble des idées que je voulais communiquer, un narrateur universel en première personne dans le texte on forme discrète et ésotérique du jeu, après avoir vécu une crise grave, la solitude, la guerre et la persécution, décide de se protéger et de s'isoler d'autrui en construisant un projet comme s'il était un démiurge. On édifiera. Ce narrateur construit d'abord un château fort, mais les défenses et le repli sur soi s'avérant à la longue inefficaces et vains. Il décide non plus l'enfermement de fait, mais la jouissance festive. Il construit alors un château Renaissance qui ressemble au château réel de l'adolescence à Chalin-la-Poterie, château dans lequel on expérimente et la Renaissance, le recommencement de la vie et le pouvoir destructeur des intrigues et des malentendus. On aura compris ici que la bibliothèque fait partie de la construction désirante de ce château imaginaire. C'est pourquoi, comme je l'ai déjà dit, l'exigence de cohérence conduit mon autobiographie à évoquer au plus près le contenu même de cette philosophie. Elle fut celle de l'individu raconté et donc l'une des sources de sa vie. Il appartient maintenant à l'auteur qui raconte de dire si oui ou non cette philosophie est encore la sienne à lui, auteur. En ce qui nous concerne ici, nous, lecteurs et auteurs, je réponds par l'affirmative. Oui, la philosophie qui fut celle du sujet vivant est encore celle de l'auteur qui raconte, et c'est pour exprimer avec simplicité et brièveté cette vérité
que j'utilise aujourd'hui les expressions, ma vie, ma philosophie. Ben voilà. Peut-être demain, je vais continuer encore avec Robert Michrahi, la nacre et le rocher. Et peut-être pas non plus. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Je vous invite à aller lire le commentaire. J'aime bien Jean-Paul. C'est comme un char d'assaut qui avance tranquillement, qui aplatit tout derrière lui avec une sorte de jubilation assez étonnante. Jean-Paul Coupal, qui est un historien, j'oserais presque dire global, qui analyse à la fois les faits politiques, l'influence aussi de l'art, de la politique, de l'art, de l'économie également. On ne peut pas s'intéresser à l'histoire seulement par le biais du politique. Il faut aussi s'intéresser aux courants sous-jacents et parfois plus importants que les faits marquants, les faits apparents, les dates majeures qu'on se plaît à rappeler à l'envi dans les manuels scolaires. Que l'histoire, c'est aussi l'histoire des idées, l'histoire de la culture, l'histoire de la philosophie, l'histoire militaire, l'histoire globale en un mot. Il poursuit cette quête ardue, difficile, mais néanmoins porteuse de sens. Alors, je vous invite à aller lire le commentaire qu'il a écrit sur ma page Facebook. Je ne vais pas le paraphraser et je ne vais pas le simplifier à outrance comme je l'ai fait en disant que Martin Heidegger est une crevette. Mais je pense qu'il m'a peut-être convaincu de cesser de souffrir de mon manque de compréhension pour ces concepts néologismes forgés par Martin Heidegger. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent. Vous connaissez la suite. Abonnez-vous à ma chaîne qui porte mon nom, Bruno Lalonde. Vous pouvez aller visiter ma page Facebook. Vous pouvez devenir un ami militant, un ami lisant ou un ami liant. Vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien, le Livre Voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Vous pouvez également me téléphoner si le cœur vous en dit dans le 514-736-0999. Merci et bonne journée.